Je m'appelle Emma. Je suis assise dans ma voiture devant l'école primaire, attendant que ma fille Lily termine sa journée. Le soleil d'automne filtre à travers le pare-brise, réchauffant mon visage. Dans 2 semaines, je serai promue associée principale au cabinet d'avocat où je travaille depuis 8 ans. Mon mari, James, rentrera tôt ce soir pour fêter ça avec du champagne. Lily s'épanouit en CM1, elle se fait des amis et n'a que des excellentes notes. Tout dans ma vie semble parfaitement aligné. Mais je n'arrête pas de penser à Sarah. Sarah est ma meilleure amie depuis l'université. 15 ans d'amitié. Elle était mon témoin à mon mariage. Elle m'a tenu la main dans la salle d'accouchement quand Lily est née. Quand ma mère est décédée il y a 3 ans, Sarah est restée à mes côtés, partageant chacune de mes larmes. Elle sait tout de moi. Mes peurs, mes rêves, mes pires moments. C'est ce que font les meilleurs amis, n'est-ce pas? Elle voit toutes les facettes de vous et vous aime malgré tout. La semaine dernière, quelque chose d'étrange s'est produit. James a mentionné qu'il avait croisé Sarah au café du centre-ville. Elle avait l'air bizarre, a-t-il dit. Quand je lui ai demandé des nouvelles de Mark, elle a changé de sujet très rapidement. Mark est le mari de Sarah. Ils sont mariés depuis 5 ans et, d'après ce que je vois, ils sont heureux. Mais la remarque de James m'a marquée. Sarah est distante ces derniers temps. Quand je l'appelle, elle met des heures à répondre. Nos déjeuners hebdomadaires ont été reportés 3 fois ce mois-ci. Peut-être qu'elle est juste occupée, me suis-je dit. Tout le monde a ses phases. La cloche de l'école sonne, me tirant de mes pensées. Les enfants sortent du bâtiment dans une vague de rire et de sac à dos. Lily m'aperçoit et me fait un signe de la main, sa queue de cheval blonde rebondissant tandis qu'elle court. Ma magnifique fille. Mon tout. Maman, devine quoi? Madame Patterson a dit que ma rédaction était la meilleure de la classe. C'est merveilleux, ma chérie. Je la serre dans mes bras, respirant l'odeur de son shampoing à la fraise. Je suis si fière de toi. Alors que je l'attache sur le siège arrière, mon téléphone vibre. C'est un texto de Sarah. On peut se parler? C'est important. Ce soir, si possible. Je fixe le message. Quelque chose dans ces mots semble lourd, menaçant. Bien sûr, je réponds. Passe vers 19h? J'y serai. La maison sent la lasagne qui cuit dans le four quand la sonnette retentit à 19h précise. James est à l'étage, aidant Lily avec ses devoirs. J'ouvre la porte et découvre Sarah sur le porche, et j'ai presque le souffle coupé. Elle a une mine affreuse. Ses yeux sont rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Ses cheveux habituellement parfaits sont relevés en un chignon désordonné. Elle porte un pantalon de survêtement et un vieux sweat de l'université. Sarah, qu'est-ce qui ne va pas? Elle entre sans un mot. Quand je ferme la porte, elle se tourne vers moi, et je vois dans son expression quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. De la peur? De la culpabilité? Emma, je dois te dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. Mon cœur s'emballe. D'accord. Asseyons-nous. Nous allons dans le salon. Sarah s'assied sur le bord du canapé, ses mains si crispées que ses jointures sont blanches. Je m'assieds en face d'elle, essayant de déchiffrer son visage. « Tu te souviens de notre première année d'université ?» demande-t-elle. « Quand on s'est rencontrés ?» Bien sûr, on était colocataires, assignés au hasard. Ce n'était pas un hasard, Emma. Je cligne des yeux. Que veux-tu dire? Je t'ai spécifiquement demandé comme colocataire. Comment? On ne se connaissait pas. Sarah prend une inspiration tremblante. Tu te souviens d'une fille de ton lycée qui s'appelait Jennifer Morrison? Le nom me frappe comme un coup de poing. Jennifer Morrison. Je n'ai pas pensé à elle depuis des années. Nous étions toutes les deux dans l'équipe de volley en seconde. Elle était la joueuse étoile, et j'étais juste correcte. Mais à la moitié de la saison, le coach m'a promu titulaire à sa place. Jennifer l'a mal pris. Je me souviens de Jennifer, dis-je lentement. Mais quel est le rapport avec toi? C'était ma grande sœur. La pièce semble basculer.
Quoi? Jennifer Morrison était ma sœur. Elle est morte pendant notre 2e année d'université. Elle s'est suicidée. Je porte la main à ma bouche. Oh mon Dieu, Sarah, je n'en savais rien. Je suis tellement désolée. Tu ne pouvais pas savoir. Nous n'avions pas le même nom de famille. Elle a pris le nom de notre père après le divorce, et j'ai pris celui de notre mère. Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit quand on s'est rencontrés? Le visage de Sarah se décompose. Parce que je t'en voulais, Emma, pour tout. M'en vouloir? De quoi? Quand tu as pris sa place dans l'équipe, quelque chose s'est brisé en Jennifer. Elle a sombré. Elle a commencé à penser qu'elle n'était assez bonne pour rien. Elle a développé un trouble alimentaire, une dépression. Ma famille a essayé de l'aider, mais son état ne cessait d'empirer. Et elle parlait sans cesse de toi, de la façon dont tu avais volé sa place, son avenir, ses chances d'obtenir une bourse. Des larmes coulent maintenant sur mon visage. Sarah, je n'ai jamais rien su de tout ça. Je ne faisais que jouer au volley. Je n'ai jamais voulu blesser personne. Je le sais maintenant, mais à l'époque, tout ce que je savais, c'est ce que Jennifer me disait. Elle te dépeignait comme cette compétitrice impitoyable qui ferait n'importe quoi pour réussir. Quand elle est morte, j'avais 18 ans, j'étais en colère et anéantie. J'avais besoin d'un coupable, alors je t'ai blâmé. C'est pour ça que tu es devenu mon ami? Les mots sortent dans un murmure. Pour me faire du mal? Sarah hoche la tête, sanglotant maintenant. Je me suis inscrite dans la même université que toi exprès. J'ai demandé à être ta colocataire. Je voulais me rapprocher de toi, trouver tes faiblesses, te faire souffrir comme Jennifer avait souffert. Je me lève, m'éloignant d'elle. Tu as comploté pour me détruire pendant 15 ans? Pas comploté. Je complotais. Au passé. Emma, s'il te plaît, écoute-moi. Comment puis-je écouter ça? Tout entre nous n'était qu'un mensonge. Non. Sarah se lève aussi, tendant la main vers moi, mais je recule. C'est ce que j'essaie de te dire. Ça a commencé comme un mensonge, oui, mais ça ne l'est pas resté. Après quelques mois à te connaître, à vraiment te connaître, j'ai réalisé que la version de Jennifer était complètement fausse. Tu étais gentille, sincère. Tu n'étais pas la méchante qu'elle avait décrite. Tu n'étais qu'une fille qui faisait de son mieux, comme tout le monde. Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité à ce moment-là? Parce que j'étais lâche. Et parce qu'à ce moment-là, je t'aimais sincèrement comme amie. Je ne voulais pas te perdre. J'ai pensé que si j'enterrais tout ça, si j'allais de l'avant, tout irait bien. Mais tout n'allait pas bien. Non. Ça m'a rongé chaque jour pendant 15 ans. Chaque anniversaire, chaque célébration, chaque moment que nous avons partagé, j'ai senti le poids de ce mensonge entre nous. Et maintenant, avec tout ce qui se passe dans ta vie, la promotion, ta famille, je ne pouvais plus le garder pour moi. Tout ce qui se passe dans ma vie, une sensation glaciale s'installe dans mon estomac. Que veux-tu dire? Sarah essuie ses yeux, et pour la première fois, elle me regarde directement. La promotion que tu vas avoir, le poste d'associé principal. Et alors? J'ai postulé pour un poste dans ton cabinet il y a 6 mois. Je ne te l'ai pas dit parce que je voulais que ce soit une surprise. Mais Emma, je n'ai pas eu le poste. Et quand j'ai demandé pourquoi, on m'a dit que le poste était déjà promis à quelqu'un en interne, à toi. Je secoue la tête. Sarah, je suis désolée que tu n'aies pas été embauchée. Mais quel est le rapport avec nous? Pendant un instant, Emma, un terrible instant, j'ai senti cette vieille colère revenir. Ce sentiment que tu me prenais encore quelque chose. Et j'ai réalisé que si je ne te disais pas la vérité sur notre amitié maintenant, ce poison finirait par tout détruire. Je devais être honnête avec toi avant qu'il ne soit trop tard. Je me laisse retomber sur le canapé. Mon corps tout entier est engourdi. 15 ans. 15 ans d'amitié. Et ça a commencé parce que tu voulais te venger de quelque chose que j'ignorais même avoir fait. Emma, je ne te demande pas de me pardonner maintenant. Je sais que c'est trop demandé. Mais j'avais besoin que tu saches la vérité.
J'avais besoin d'arrêter de vivre dans ce mensonge, même si cela signifie te perdre pour toujours. Le silence s'étire entre nous. À l'étage, j'entends James lire une histoire à Lily. Des bruits normaux d'une soirée normale dans ma vie normale. Sauf que plus rien n'est normal. J'ai besoin que tu partes, dis-je finalement. Sarah acquiesce. Elle se lève lentement, se dirigeant vers la porte. Avant de l'ouvrir, elle se retourne une dernière fois. Je t'aime, Emma. Je sais que tu ne le crois peut-être pas, mais c'est vrai. Tu as été une meilleure amie pour moi que je ne l'ai jamais méritée. Et je suis désolée. Je suis tellement, tellement désolée. Puis elle disparaît. Je ne parle pas de la conversation à James ce soir-là, ni le lendemain, ni le surlendemain. Je traverse mes journées dans un brouillard. Le travail, la maison, Lily, le dîner, le sommeil. Chaque moment semble irréel, comme si j'observais ma vie de l'extérieur. Sarah m'envoie 2 textos. Je ne réponds pas. Elle appelle une fois. Je laisse le message aller sur la messagerie vocale. Le jeudi, 4 jours après la confession de Sarah, je rentre du travail et trouve James dans la cuisine, le visage blême. Il tient son ordinateur portable et a l'air d'avoir vu un fantôme. « Emma, je dois te montrer quelque chose. » Il tourne l'ordinateur vers moi. C'est un email envoyé depuis un compte anonyme. L'objet est « La vérité sur Emma Crawford ». Mon sang se glace. Je clique sur l'email. À l'intérieur se trouve un document détaillé, des pages et des pages d'informations, d'anciens dossiers du lycée, des statistiques de l'équipe de volley, un article sur la mort de Jennifer Morrison, et puis, le plus troublant de tout, des extraits de journal intime, les extraits du journal de Jennifer. Je les parcours, les mains tremblantes. Les entrées sont remplies de douleur, de colère, d'obsession. Elle écrit constamment sur moi, sur la façon dont j'ai volé sa place, sur la façon dont elle m'observait et me détestait, sur le sentiment d'inutilité qui l'envahissait. Mais ensuite, vers la fin, les entrées changent. Elle écrit qu'elle réalise que ses sentiments sont disproportionnés, qu'elle reconnaît avoir besoin d'aide. Il y a une entrée datée de 2 jours avant sa mort. Je suis allée voir la conseillère du campus aujourd'hui. Elle a dit que ce que je ressens n'a rien à voir avec le volley ou Emma Crawford. Ce sont des problèmes plus profonds que je dois régler. Je vais commencer une thérapie la semaine prochaine. Je vais m'en sortir. Je vais m'excuser auprès d'Emma pour les choses que j'ai dites sur elle à Sarah. Rien de tout ça n'était de sa faute. C'était mes propres démons. Les larmes brouillent ma vision. Elle allait chercher de l'aide. Elle allait s'excuser. Mais 2 jours plus tard, elle était morte. Qui a envoyé ça ? Je murmure. Je ne sais pas. Mais Emma continue de faire défiler. Il y en a plus. Je fais défiler vers le bas. La section suivante est intitulée « Le plan de Sarah Morrison ». Mon estomac se noue. C'est un compte rendu détaillé du plan initial de Sarah. Des documents montrant comment elle m'a demandé comme colocataire. Des notes qu'elle a apparemment gardées pendant notre première année, analysant mon comportement, cherchant des faiblesses. Il y a des emails qu'elle s'est envoyés, décrivant des moyens de saboter mes relations, mes notes, ma confiance en moi. Mais ensuite, comme le journal de sa sœur, le ton change. Les notes cessent d'être vengeresses et deviennent sincèrement amicales. Il y a une entrée du semestre de printemps de la première année. Je ne veux plus faire ça. Emma est en fait merveilleuse. Je me suis tellement trompée. Je dois arrêter ça et juste être sa véritable amie. D'où vient tout ça ? Je demande à nouveau. James clique sur un autre onglet. Il y a un site web. Quelqu'un a créé un site entier dédié à exposer Sarah. Il a été mis en ligne ce matin. Le service des ressources humaines du cabinet a reçu une information anonyme à ce sujet, avec ton nom mentionné. Emma, tout le monde à ton bureau a vu ça. La pièce se met à tourner. Quoi ? Ils disent non que Sarah t'a manipulée pendant des années, qu'elle est instable, que son association avec toi fait de toi un risque. Emma, ils reconsidèrent ta promotion. Je saisis mon téléphone avec des mains tremblantes et appelle Sarah.
Ça sonne 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis la messagerie vocale. Sarah, quelqu'un est en train de faire ça. Quelqu'un a envoyé à James des informations sur toi, Jennifer et moi. Il y a un site web. Tu dois me rappeler tout de suite. Je raccroche et rappelle immédiatement. Rien. James, je dois aller chez elle. Emma, ce n'est peut-être pas une bonne idée en ce moment. C'est mon amie. Quelqu'un s'en prend à elle, à nous deux. Je dois m'assurer qu'elle va bien. Le trajet jusqu'à la maison de Sarah prend 15 minutes. Je me gare devant et cours jusqu'à la porte, frappant fort. Sarah, Sarah, c'est Emma. Ouvre la porte. Pas de réponse. J'essaie la poignée. Elle n'est pas verrouillée. Je pousse la porte. Sarah? La maison est silencieuse. Trop silencieuse. Je traverse le salon, la cuisine. Tout est en ordre, normal. Mais quelque chose ne va pas. Sarah? Je monte les escaliers. La porte de sa chambre est entr'ouverte. Je la pousse et mon cœur s'arrête. Sarah est assise sur son lit, entourée de papiers, de photographies, de vieilles notes, toutes les preuves de ses intentions passées, de sa manipulation, de ses mensonges. Elle tient une bouteille de pilule dans une main et un verre d'eau dans l'autre. Sarah, non. Je me jette en avant, faisant tomber les pilules de sa main. Elles se dispersent sur le sol. Sarah me regarde avec des yeux vides. Tu n'aurais pas dû venir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un sait, Emma. Quelqu'un sait tout ce que j'ai fait, et il s'assure que je le paie. Il détruit ma vie, et il se sert de moi pour détruire la tienne. Qui? Qui fait ça? Je ne sais pas. Mais qui que ce soit, il a tout. Chaque note que j'ai écrite, chaque plan que j'ai fait, des choses que je pensais avoir supprimées il y a des années. Je m'assieds à côté d'elle sur le lit, mon esprit tournant à toute vitesse. Nous devons appeler la police. Et leur dire quoi? Que quelqu'un a révélé la vérité sur la personne horrible que je suis? Tu n'es pas une personne horrible, Sarah. Tu as fait une erreur il y a 15 ans et tu as essayé de la réparer. Tu m'as dit la vérité. Tu as été honnête avec moi. Ça n'a pas d'importance. Mon mariage, elle est fini. Marc a trouvé le site web ce matin. Il est parti. Ta carrière est en danger à cause de moi. Tout ce que je craignais arrive. Je saisis ses épaules, la forçant à me regarder. Écoute-moi. Nous allons trouver une solution ensemble. Mais pour l'instant, tu dois être en sécurité. Tu dois venir avec moi. Pourquoi m'aiderais-tu après ce que j'ai fait? Parce que malgré tout, tu es mon ami. Et les amis ne laissent pas leurs amis traverser ça seuls. Sarah s'effondre, sanglotant sur mon épaule. Je la tiens, mes propres larmes tombant dans ses cheveux. Et tandis que je la réconforte, une prise de conscience me frappe. Quelqu'un veut que nous souffrions toutes les deux. Quelqu'un qui sait tout de notre passé. Quelqu'un ayant accès à des informations qui auraient dû rester privées. Et soudain, je sais exactement qui c'est. Marc. Le mari de Sarah. Marc. J'aurais dû le voir plus tôt. Toutes les pièces étaient là. Marc est un spécialiste en cybersécurité. Il a les compétences pour déterrer de vieux emails, créer des sites web, envoyer des messages anonymes. Et il y a 6 mois, à peu près au moment où j'ai mentionné que Sarah semblait distante, leur mariage traversait une mauvaise passe. Sarah m'avait dit une fois, tard dans la nuit autour d'un verre de vin, que Marc se sentait peu sûr de lui à cause de ses relations passées. Il était jaloux de ses amitiés proches, surtout avec moi. Il pense que je tiens plus à toi qu'à lui parfois, avait-elle dit en riant. Mais si ce n'était pas de la jalousie, et si Marc avait trouvé quelque chose, et s'il avait piraté les anciens comptes de Sarah et découvert ses intentions initiales envers moi, et s'il planifiait cette vengeance depuis des mois. J'expose ma théorie à Sarah. Au début, elle ne veut pas y croire, mais au fur et à mesure que nous en discutons, son visage pâlit. Il m'a posé des questions sur Jennifer il y a 2 mois, murmure-t-elle. Sans crier gare, il a parlé d'elle. M'a demandé si je m'étais déjà sentie coupable de la façon dont j'avais géré mon deuil. Sur le moment,
J'ai pensé qu'il était juste attentionné. Mais Emma, et s'il me testait? Et s'il savait déjà? Nous allons à la police ce soir-là. Nous leur montrons tout. L'email anonyme, le site web, la chronologie des événements. L'inspecteur écoute attentivement, prenant des notes. Nous allons enquêter, dit-il. Mais je dois être honnête avec vous. Même si nous prouvons que Marc a fait ça, quel crime a-t-il commis? Il a exposé des informations véridiques. Il n'a rien inventé. Il nous harcèle, je rétorque. Il essaie de détruire nos vies. Essayer de prouver l'intention sera difficile. Je suis désolée. Nous quittons le poste de police, abattus. Mais je ne suis pas prête à baisser les bras. Le lendemain matin, je convoque une réunion d'urgence avec les associés principaux de mon cabinet. J'entre la tête haute, un dossier à la main. Je sais que vous avez vu les informations sur Sarah Morrison. Je commence. Et je suis ici pour vous donner toute l'histoire. Je leur dis tout. Sur Jennifer, sur la tromperie initiale de Sarah, sur notre amitié sincère qui en a découlé. Je leur montre les dernières entrées du journal de Sarah, celles qui prouvent son changement de cœur. J'explique comment quelqu'un utilise de vieilles informations pour nous nuire à toutes les deux. Sarah a fait des erreurs, dis-je. Mais elle a passé 15 ans à être une bonne personne, une bonne amie, à essayer d'être meilleure qu'elle ne l'était à 18 ans. Si vous la jugez uniquement sur son pire moment, alors aucun de nous ne survivrait à un tel examen. Et si vous reconsidérez ma promotion à cause de mon association avec elle, alors vous me dites que la loyauté et le pardon n'ont pas leur place dans ce cabinet. L'associée principale, Margaret Chen, se penche en arrière dans son fauteuil. Vous avez raison, Emma. Nous avons été hâtifs dans notre jugement. Votre dossier parle de lui-même. La promotion est maintenue. Je me sens faible de soulagement. Merci. Mais il y a une condition. Vous devez résoudre cette situation avec la personne qui est derrière ces attaques. Nous ne pouvons pas avoir un drame continu qui affecte le cabinet. Je le ferai. Je vous le promets. Il me faut 3 jours pour rassembler suffisamment de preuves. J'engage un détective privé spécialisé en cybercriminalité. Il retrace les emails anonymes jusqu'à une adresse IP sur le lieu de travail de Marc. Il trouve la preuve que Marc a accédé aux anciens comptes email de Sarah en utilisant des mots de passe qu'il avait obtenus grâce à un logiciel enregistreur de frappe installé sur son ordinateur. Lorsque nous présentons cela à la police, ils ont enfin assez d'éléments pour convoquer Marc pour un interrogatoire. Je suis là quand ils l'arrêtent. Sarah voulait rester à l'écart, mais j'ai insisté sur le fait qu'elle avait besoin de voir ça, pour pouvoir tourner la page. Marc ne nie pas. Dans la salle d'interrogatoire, avec son avocat présent, il avoue tout. « Elle m'a menti », dit-il, la voix amère. Pendant toute notre relation, elle a menti. J'ai trouvé ses vieux journaux et j'ai réalisé qu'elle avait bâti toute notre vie sur la tromperie. Elle s'est liée d'amitié avec Emma par vengeance et puis... Quoi? Elle a décidé d'oublier, de prétendre que ça n'était jamais arrivé. Elle a dit la vérité à Emma, dis-je doucement. Elle s'est confessée parce qu'elle voulait faire ce qui était juste. Après 15 ans de mensonges. Les gens changent, Marc. Les gens grandissent. La Sarah de 18 ans n'était pas la même personne que la Sarah de 33 ans. Pourquoi ne pouvais-tu pas le voir? Parce que... Marc se penche en avant, les yeux froids. Si elle pouvait mentir à sa meilleure amie pendant 15 ans, elle pouvait me mentir pour toujours. Comment aurais-je pu lui faire confiance? Comment aurais-je pu croire quoi que ce soit de ce qu'elle disait? Je le regarde et ressens quelque chose d'inattendu. De la pitié, parce que je comprends. La confiance, une fois brisée, est presque impossible à reconstruire. Mais alors que Sarah avait essayé de réparer ses erreurs, d'être honnête, Marc a choisi la vengeance. Il a choisi de nous blesser toutes les deux parce que sa confiance avait été anéantie. Tu n'étais pas obligé de détruire sa vie, dis-je. Tu aurais pu simplement divorcer. Tu aurais pu partir. Où est la justice là-dedans? Elle méritait de tout perdre, tout comme elle avait prévu de te faire tout perdre. Mais elle ne m'a rien fait perdre. Elle est devenue mon amie, une véritable amie. Ça compte pour quelque chose.
Mark secoue simplement la tête. Il ne comprend pas. Et peut-être qu'il ne comprendra jamais. Il est accusé de harcèlement, d'accès non autorisé à des systèmes informatiques et de cyberharcèlement. À son procès, le juge le condamne à 18 mois de prison et à une ordonnance restrictive permanente lui interdisant de contacter Sarah ou moi. 6 mois plus tard, Sarah et moi sommes assises à notre café préféré. Le même où elle m'a dit qu'elle avait quelque chose d'important à me dire il y a tous ces mois. Mais cette fois, l'atmosphère est différente. Plus légère, en quelque sorte. « Comment est le nouvel appartement ?» je demande. « Bien. Petit, mais bien. C'est agréable d'avoir à nouveau mon propre espace. » Sarah a l'air en meilleure santé qu'elle ne l'a été depuis des mois. Elle suit une thérapie 2 fois par semaine, travaillant sur son deuil de Jennifer, sa culpabilité envers moi, le traumatisme de la trahison de Mark. Et le travail ? Elle sourit. J'ai finalement eu cette offre d'emploi dont je t'avais parlé. L'organisation à but non lucratif du centre-ville. Ce n'est pas un gros salaire, mais le travail a du sens. C'est merveilleux, Sarah. Nous restons assises en silence un moment, sirotant notre café. Puis Sarah tend la main sur la table et prend la mienne. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je dois le redire. Merci de ne pas m'avoir abandonnée. Merci d'avoir vu qui je suis maintenant, pas seulement qui j'étais. Je serre sa main. Tu as fait la même chose pour moi. Quand Mark a essayé de détruire nos 2 vies, tu ne m'as pas blâmé. Tu ne t'es pas enfui. C'est ça, la véritable amitié. Penses-tu qu'on arrivera un jour à tourner complètement la page sur tout ça ? Je réfléchis attentivement à la question. Je pense que nous l'avons déjà fait. Nous ne prétendons pas que ce n'est pas arrivé. Nous ne nous en cachons pas. Nous y avons fait face, nous l'avons géré, et nous avons choisi d'avancer ensemble. Ce n'est pas tourner la page, Sarah, c'est grandir à travers cette épreuve. Elle sourit, des larmes brillant dans ses yeux. Depuis quand es-tu devenue si sage ? J'ai eu un bon professeur, une amie qui m'a appris que les gens peuvent changer, que nos pires moments ne nous définissent pas, que l'honnêteté, même quand elle est douloureuse, en vaut toujours la peine. À travers la fenêtre du café, je vois des familles se promener, des couples se tenant la main, des enfants poursuivant des pigeons. La vie normale qui continue tout autour de nous. Et pour la première fois depuis des mois, je me sens à nouveau faire partie de cette normalité. Mon téléphone vibre. C'est un texto de James avec une photo en pièce jointe. Lily a son match de foot, marquant un but, son visage illuminé de pure joie. Je montre la photo à Sarah et nous rions toutes les deux de la pose triomphante de Lily. « Elle te ressemble tellement, » dit Sarah. Mais elle a le caractère de James, tout en confiance et en optimisme. Elle a de la chance de vous avoir tous les deux. Et elle a de la chance d'avoir Tati Sarah. Les yeux de Sarah s'écarquillent légèrement. Nous n'avions pas utilisé ce terme depuis avant que tout n'arrive. Mais je le pense. Malgré tout, malgré les fondations fragiles sur lesquelles notre amitié a été construite, ce que nous avons maintenant est réel. Elle a été mise à l'épreuve comme peu d'amitiés le sont, et elle a survécu. Nous finissons notre café et nous levons pour partir. Alors que nous marchons vers nos voitures, Sarah s'arrête et se tourne vers moi une dernière fois. « Emma, te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si je t'avais dit la vérité tout de suite ? Si j'avais été honnête dès le premier jour où nous nous sommes rencontrés ? J'y pense. Honnêtement, je ne pense pas que nous aurions été amis. Si tu étais venu me voir en première année et que tu m'avais dit « Ma sœur t'a blâmée pour ses problèmes, puis elle est morte et je veux me venger », j'aurais couru dans la direction opposée. Alors, les mensonges nous ont réunis, d'une certaine manière. Non, les mensonges nous ont rapprochés physiquement, mais la vérité, l'honnêteté, le choix d'être vulnérables et authentiques l'une envers l'autre, c'est ça qui a fait de nous des amis. De vrais amis. Sarah hoche lentement la tête. J'aime bien ça. La vérité a fait de nous des amis. Nous nous étreignons pour nous dire au revoir, promettant de nous revoir la semaine prochaine pour notre rendez-vous café habituel. En rentrant chez moi, je pense à Jennifer Morrison, cette fille que je connaissais à peine, dont la mort a déclenché tout cela.
Je me demande ce qu'elle penserait si elle pouvait nous voir maintenant. Sa sœur est la fille qu'elle blâmait pour sa douleur, prenant sincèrement soin l'une de l'autre. J'espère qu'elle serait en paix avec ça. J'espère qu'elle comprendrait que nous essayons toutes de faire de notre mieux, de faire des erreurs, d'apprendre, de grandir, que la vie est compliquée et désordonnée et qu'elle rentre rarement dans des catégories nettes de bourreaux et de victimes. Quand j'arrive à la maison, James est dans la cuisine en train de préparer le dîner. Lily est à table en train de faire ses devoirs. Ma famille, ma vie. Pas parfaite, mais réelle. Et c'est plus que suffisant. Ce soir-là, alors que je borde Lily, elle me pose une question. « Maman, qu'est-ce qui fait qu'une personne est bonne ?» Je pense à Sarah, à Marc, à Jennifer, à nous tous, essayant de naviguer dans le réseau complexe de nos choix et de leurs conséquences. Je pense, dis-je lentement, qu'une bonne personne est quelqu'un qui essaie de faire mieux aujourd'hui qu'hier. Quelqu'un qui admet quand il a tort et essaie de réparer les choses. Quelqu'un qui continue de choisir l'amour plutôt que la colère, même quand la colère semble justifiée. Est-ce que Tati Sarah est une bonne personne ? Oui, ma chérie. Elle l'est. Pourquoi demandes-tu ça ? J'ai entendu papa et toi parler de comment elle avait fait des erreurs. Mais elle est toujours gentille avec moi. Je voulais être sûre qu'elle était toujours ma Tati. J'embrasse le front de Lily. Elle sera toujours ta Tati. Les gens font des erreurs, Lily. Mais ça ne veut pas dire qu'ils cessent d'être les personnes que nous aimons. Après que Lily se soit endormie, je trouve James sur le canapé, en train de lire. Je me blottis contre lui. « Ça va ?» demande-t-il. « Oui, ça va. Pour la première fois depuis un moment, ça va vraiment. » Il m'embrasse le sommet de la tête. « Tu as géré tout ça avec une telle grâce. Je suis fière de toi. » J'ai juste fait ce qui me semblait juste. C'est ce qui fait de toi qui tu es, Emma. Tu fais toujours ce qui te semble juste, même quand c'est difficile. Plus tard, seule dans l'obscurité de notre chambre, je me permets de digérer pleinement tout ce qui s'est passé. La trahison, la peur, la colère, le pardon. C'est un voyage que je ne m'attendais jamais à entreprendre. Mais je suis reconnaissante de là où il m'a menée. Je pense au moment où Sarah m'a dit la vérité sur notre amitié. À quel point il était dévastateur d'apprendre que quelque chose que je pensais organique et réel avait commencé comme une tromperie calculée. Mais ensuite, je me souviens de toutes les années qui ont suivi ce mensonge initial. Les moments sincères, les vraies conversations, l'amour et le soutien authentique. Une amitié construite sur un mensonge peut quand même devenir quelque chose de vrai. C'est ce que j'ai appris. Les fondations étaient peut-être défectueuses, mais ce que nous avons construit dessus était solide. Mon téléphone s'allume avec un dernier message avant que je ne m'endorme. C'est de Sarah. Merci de m'avoir donné une chance d'être meilleure. Merci d'avoir cru en celle que je pouvais devenir, pas seulement en celle que j'étais. Tu m'as sauvé la vie. Je t'aime, mon ami. Je réponds par texto. Je t'aime aussi. Toujours. Et je le pense. Parce que c'est ça le pardon. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé ou de prétendre que ça n'a pas d'importance. Il s'agit de choisir d'avancer malgré la douleur. Il s'agit de reconnaître que nous sommes tous imparfaits, tous capables de cruauté et de bonté, et de décider que la bonté vaut la peine qu'on se batte pour elle. Demain, j'irai au travail. J'entrerai dans mon nouveau rôle d'associé principal. Je rentrerai à la maison retrouver James et Lily. J'enverrai un texto à Sarah pour nos plans du week-end. La vie continuera dans toute sa normalité complexe et belle. Mais ce soir, je me permets de reconnaître la vérité. Les gens peuvent changer. Les amitiés peuvent les guérir. Et parfois, l'amour le plus sincère vient du choix de pardonner l'impardonnable et de voir le meilleur chez quelqu'un, même quand il vous a montré son pire. Ce n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est du courage. Et alors que je m'endors, je ressens quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des mois. La paix. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que tout est réel. Désordonné et compliqué et honnête et réel. Et ça, je réalise,
C'est à ça que ressemble vraiment le bonheur. Pas l'absence de problèmes, mais la présence de personnes qui les affrontent avec vous. Pas l'absence de douleur, mais la présence d'un amour assez fort pour la surmonter. Sarah a fait des erreurs. J'ai fait des erreurs dans la façon dont j'ai géré la douleur de Jennifer il y a toutes ces années, même sans le savoir. Marc a fait des erreurs en choisissant la vengeance plutôt que la guérison. Nous sommes tous des gens imparfaits, essayant de naviguer dans un monde imparfait. Mais la différence entre nous et Marc, c'est que nous avons choisi de grandir. Nous avons choisi l'honnêteté. Nous avons choisi d'être meilleurs. Et au final, c'est le seul choix qui compte vraiment. Le soleil se lèvera demain. Lily aura besoin de son petit déjeuner. Le travail exigera mon attention. Les factures devront être payées. La vie dans toute sa gloire banale continuera. Mais quelque part dans cette routine ordinaire, il y aura un texto de Sarah, un rire avec ma fille, un baiser de mon mari, des moments de connexion qui me rappellent pourquoi tout cela, toute la douleur, la lutte et le pardon en valaient la peine. Parce que l'amour, sous toutes ses formes, l'amitié, la famille, le couple, vaut la peine qu'on se batte pour lui. Il vaut le risque de la trahison, la douleur de l'honnêteté, le travail difficile du pardon. Il vaut tout. Et alors que le sommeil m'emporte enfin, ma dernière pensée est la suivante. Je ne changerai rien. Ni la tragédie de Jennifer, ni la tromperie de Sarah, ni la vengeance de Marc, ni la douleur, ni la peur, ni l'incertitude. Parce que tout cela m'a mené ici, à ce moment, à cette compréhension, à cette paix. Et je suis exactement là où je dois être.